Chers amis, mesdames, messieurs, bienvenue aux courageuses et courageux qui ont osé vaincre à la fois les premiers frimas de l'hiver et puis l'annonce, j'imagine commanditée par les organisateurs du colloque, faite depuis Pyongyang, que la Corée du Nord s'estime depuis cette nuit une puissance nucléaire. J'imagine que Kim Jong-un avait eu vent de ce colloque et qu'il voulait nous offrir matière à commentaires. Outre mon rôle plus classique et habituel de, on va dire, monsieur loyal ou maître des cérémonies, on m'a aussi demandé, ça c'est audacieux, de vous dire quelques mots pour préfacer cette rencontre. Alors je suis reparti d'un standard. Vous allez le reconnaître, évidemment. Imagine tous les gens vivant en paix. En fait, en clair, il avait chanté en anglais. C'était John Lennon, évidemment, qui proposait ça. Une belle proposition, mais qui sonne sans doute, en regard de l'actu, un peu angélique, aux côtés de l'adage ancien, plus ancien en tout cas, si tu veux la paix, prépare la guerre. Pour ne rien vous cacher, à ces deux pôles, je préfère, et depuis très longtemps, la proposition de Raymond Poincaré qui nous proposait « La paix est une création continue ». Alors qu'est-ce que la paix ? Souvent donc définie par antonymie avec la guerre. La paix est un rêve suspendu, déclarait Kofi Annan aux Nations Unies le 14 septembre 2001, reconnaissant que c'était 3 jours après les événements qui avaient amené 2 tours à s'effondrer et que le XXIe siècle, en fait, ne s'ouvre sur une suite de tragédies dont nous ne sommes jamais encore sortis depuis. Mais en tout cas, nous revoici avec la notion de rêve que portait la phrase de John Lennon, comme si la paix était au mieux un moment, un intervalle entre 2 guerres, comme le proclamait Giraudoux, ou une chimère digne de nos rêves au-delà du pont arc-en-ciel. Et le même Kofi Annan de déclarer, toujours, « La tolérance est une vertu qui rend la paix possible », ce qui n'a pas manqué de faire écho, je vous l'avoue chez moi, aux vertus de jour en jour plus riches à mes yeux de la définition de la laïcité revisitée par le Centre d'action laïque, je vous la rappelle. La laïcité est un principe, et le principe humaniste qui fonde le régime des libertés et des droits humains, sur l'impartialité du pouvoir civil démocratique dégagé de toute ingérence religieuse. Il oblige l'État de droit à assurer l'égalité, la solidarité et l'émancipation des citoyens par la diffusion des savoirs et l'exercice du libre examen. Parce qu'en sollicitant le régime des libertés et en sollicitant une posture, ou en tout cas un souci d'impartialité active du gouvernant, en dégageant tout intérêt particulier de l'exercice du pouvoir, en obligeant l'État, le pouvoir civil démocratique, à assurer l'émancipation des citoyens, cette approche donne déjà une perspective, me semble-t-il, et des outils à la paix. Mais cela nous oblige donc toutes et tous aussi, cela nous engage, et j'en reviens encore et toujours à Kofi Annan qui rajoutait « Sans progrès, il n'y a pas de paix possible ». Sans paix, il n'y a pas de progrès possible. Et la paix repose donc sur la possibilité du développement des conditions de vie, de la dignité, de la culture, du respect de soi. J'ose donc ici citer ce matin également, à l'entame de nos travaux, le militant de la cause noire Malcolm X, qui en janvier 1965 à New York nous rappelait, et je le cite, « Paix et liberté ne peuvent être séparées car personne ne peut être en paix tant qu'il n'est pas libre. » La paix est effectivement une question de liberté et de dignité, mais une liberté qui, dans l'intérêt général, est également juridiquement encadrée par une approche collective. Je plaide beaucoup ces temps-ci pour que l'on mette fin à la vision permanente du nombril. Une approche collective, et je pense en particulier à une paix qui garantisse aux plus faibles et aux plus démunis leurs droits fondamentaux, en se souvenant souvent, et encore,
que c'est l'extrême liberté qui opprime et la loi, le plus souvent, qui défend. Des mots que nous devrons, cela dit, répéter à l'envi et analyser aussi au paradoxe, à l'heure où chez nous, un secrétaire d'État à l'asile et donc normalement à l'accueil s'ingénie à bafouer les droits des plus faibles au nom d'une sécurité collective qui flatte les instincts les plus vils, voyant à chaque fois sa popularité, cela dit, gagner des points de notoriété, tant au nord qu'au centre et au sud du pays. Cela dit, drôle de pays que le nôtre, mes chers amis, où l'on refuse l'accueil à ceux et celles qui fuient la guerre, mais autorise dans le même temps la fuite, mais des capitaux cette fois, vers des îles réputées vierges, sans doute parce que le secret bancaire y semble inviolable. Ne nous reposons pas sur nos acquis, mais efforçons-nous de construire la paix, de vouloir que la paix soit dans le cœur et dans l'esprit de chacun. C'est ce que disait John Fitzgerald Kennedy dans son discours devant l'Assemblée générale des Nations unies le 20 septembre 1963. La paix, pas plus que les droits de l'homme, ne sont, et ce n'est pas Pierre Galland qui me contredirait que je salue, la paix, pas plus que les droits de l'homme, ne sont des facteurs acquis. C'est un programme d'action volontaire qui suppose donc engagement et vigilance. Aussi faut-il, par les temps qui viennent et les terribles prémices qui sont déjà là, nous armer du courage nécessaire pour dire et agir. Maintenir la paix, c'est avoir une vision claire de ce qui nous arrive. En Europe, la haine se répand entre nations et États. Des murs s'élèvent. Les racistes et nationalistes ont le vent en poupe. En Hongrie, en Pologne, en Slovénie, en Croatie, où l'extrême droite gouverne. En Grèce, où elle menace, et nous savons pourquoi. En Autriche ou en France ou aux Pays-Bas, où elle guette derrière les portes du pouvoir, et au nord de l'Europe, comme chez nous, où l'on exalte les droits du sol et les primo-arrivés sur les droits humains qui ne connaissent pas de frontières. Je commençais par là, les armes nucléaires sont à la une. C'est ce qui me permet de reconvier assez régulièrement ces temps-ci Bruno Ellendorf, qui ne cesse par ailleurs de me rappeler que sa principale passion est aussi à quelques dizaines de mètres d'ici, à Beaux-Arts, dans une splendide exposition que je vous convie à visiter et pour laquelle je finirai bien par convaincre l'actualité, Bruno, de nous laisser le temps d'en parler sur nos antennes. N'empêche, les armes nucléaires sont à la une. Le cyberespace bruit des luttes et conflits d'un nouveau genre. Le tout numérique repose la question de nos nouvelles fragilités, espionnage, entrisme politique entre puissances, extrême fragilité de nos systèmes sociaux, intellectuels et économiques, voire militaires. Chers amis, nous sommes entrés de plein pied, à mon estime, dans ce que Gérald Bronner appelle la démocratie des crédules. Celle où l'émocratie règne dans les médias, où des supports tristement appelés réseaux sociaux forgent l'opinion lacunaire du plus grand nombre et où les idées sont confortées plus qu'avant par le biais de renforcement. En clair, si la machine me propose des amis qui pensent comme moi et des offres de lecture qui me confortent dans mes idées, je ne puis sans doute que déboucher sur un constat biaisé. Si nous sommes nombreux à penser comme moi, c'est que nous avons raison. Mais aussi sur le biais des fake news, au plus haut sommet des États, des rumeurs diffusées, des complotismes de tous ordres, débouchant aussi sur le biais d'adhésion. Si je croise autant de données qui semblent converger et se renforcer, je ne puis qu'en déduire qu'il y a une vérité cachée qui les unit et d'emblée y adhérer. La fameuse formule du complotisme. En d'autres termes, Bronner remet aussi en cause le théorème, ou celui que l'on a réputé appeler le théorème de Condorcet, le concept de sagesse des foules, selon lesquelles les décisions prises par des groupes diversifiés d'individus tendent à être meilleures que celles prises par des individus isolés. Eh bien, ça n'est plus tout à fait vrai. Bronner nous rappelle que lorsque des individus poursuivent
collectivement un but aussi, les moins motivés cherchent souvent à recueillir le fruit de l'action collective sans en avoir à subir les coûts. En gros, les autres s'en occuperont, ce qui garantit le fameux silence des pantoufles. J'attire votre attention à ce sujet parce que ça veut dire que lorsque des fausses informations circulent, il y a un rapide découragement qui gagne celles et ceux qui ont les éléments pour répondre en se disant « la tâche est trop vaste, trop immense, je n'ai pas le temps à consacrer en permanence à répondre à ces fake news qui circulent ». Et les plus militants de ces fake news, eux et elles, par contre, disposent d'un temps infini à les propager. À ne pas lutter à temps égal dans cette dynamique-là, la masse à convaincre se laisse donc convaincre plus par les tenants des fake news que par ceux et celles qui les combattent. Et la paix repose, je le rappelle, sur une connaissance, une volonté et une mise en marche. Ainsi, quand il s'agira donc démystifier les théories du complot, je vous le disais, la grande masse des individus qui rejettent ces théories ou n'y adhèrent pas sont relativement peu motivés à consacrer des efforts à les réfuter. C'est donc ainsi que le vaste groupe de sceptiques peut être à la merci d'un petit groupe de croyants, mobilisés, mieux organisés que la majorité, trop souvent silencieuse, et cela facilite d'autant la conversion des indécis. Et il en ira de même pour l'absence de courage et d'engagement pour faire barrage au pire. Je ne peux pas terminer cette brève intro sans citer le fameux pasteur Niemöller, qui avait, je vous le rappelle, prévenu, et que je ramasserai en une phrase, « Personne ne bouge, et lorsque vient notre tour, plus personne n'est là pour faire barrage. » Bronner met enfin en exergue l'augmentation vertigineuse de l'offre d'informations conjuguée à une avarice ou paresse cognitive. Nous sommes très paresseux, n'est-ce pas? Nous lisons en règle générale les titres et les 4 premières lignes des articles qui nous sont proposés, rarement l'argumentaire qui suit et le débat qui éventuellement en est. Avarice cognitive qui a pour conséquence que l'on sonde moins attentivement chaque nouvelle information, qui met donc à l'épreuve notre crédulité. Sans évoquer enfin, et là vous me permettrez de pousser un petit cri d'alarme en présence d'un illustre ancien de ma grande maison, je salue Josy Dubié, sans évoquer en plus la concurrence entre les différents organes de presse ou ceux qui se pensent encore tels, qui trop souvent favorisent la diffusion d'informations douteuses. Or, cette concurrence ne cesse d'augmenter aussi en raison d'Internet, qui non seulement démultiplie l'offre médiatique, mais raccourcit le délai entre l'accès à l'information par le média et sa diffusion. Bref, gagner la paix, le droit à la paix, en garantir le droit à toutes et tous, en préserver les tenants, c'est aussi avant tout ne pas tomber dans tous ces pièges, dans tous ces miroirs aux alouettes, autant de fragilité renforcée. Hélas, c'est ainsi dans notre démo ou hémocratie. Permettez-moi de terminer en citant le grand Victor Hugo, qui nous mettait déjà en garde, et m'offre donc ici le mot de la fin, ou plutôt du début de nos travaux. La guerre, c'est la guerre des hommes. La paix, c'est la guerre des idées. Alors je propose au moins que nous sachions ne pas perdre cette bataille-là. Merci déjà pour la qualité des travaux que vous allez nous offrir, et j'appelle le professeur Jean-Michel Guieux, c'est ça qui devrait venir maintenant, qui est historien français et maître de conférences à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui va nous reparler de l'invention de la paix. Je vous en prie.